Je me tourne vers mon dernier invité, le général Martinez. Vous êtes au bout du fil, mon général? Oui, bonjour, Henri Dubos. Bonjour mon général, merci d'être présent pour votre tribune. Alors écoutez, j'annonce, c'est une grande nouvelle, notre tribune portera le nom de Tribune de la France résistante. Qu'est-ce que vous en dites? Ouais, c'est très bien, c'est très bien et bien choisi. Votre éditorial du 14 avril dernier était intitulé « La guerre est une chose trop sérieuse pour ne la confier qu'à des civils ». Oui. Bon, c'est évidemment un clin d'œil à Clémenceau. Absolument, mais en tournant l'affaire, la guerre, c'est vrai, est une chose trop sérieuse pour la confier à des militaires, mais à l'inverse, eh bien, on peut dire que la paix est une chose aussi trop sérieuse et qu'on pourrait peut-être penser à ne pas la confier qu'à des civils. Alors, quelle conclusion tirez-vous de cette aventure en Syrie? Cet éditorial dont vous parlez, il n'est pas daté du 14 avril, il est daté du 13. Ah oui, en effet, vous avez raison, c'était la veille. Et il s'est passé quelque chose le 14. La veille au soir, tardivement d'ailleurs, parce que je venais de le terminer, et bon, le lendemain, les frappes ont eu lieu. Voilà, le 14 en effet, et vous avez écrit cet éditorial le 13, donc la veille. Absolument, oui. Donc si vous voulez, sur l'hypothèse que j'émettais, je me suis trompé, puisque les frappes ont eu lieu, mais sur le contenu de mon éditorial, eh bien, mon argumentation, je considère qu'elle est toujours entièrement valable et toujours d'actualité. Alors, de quelle argumentation s'agit-il? Si vous voulez, face à ce qu'on... vous avez remarqué d'ailleurs que les frappes le 14 avril, nous sommes le 27, donc à peu près une bonne dizaine, une bonne quinzaine de jours, on n'en entend plus parler. Mais ce qu'il faut dire, c'est que face à ces récents développements de cette situation sur le terrain en Syrie, et nous l'avons remarqué à l'emballement de déclarations intempestives pour certaines, on ne peut finalement que s'indigner de l'égarement et de la perte de réalisme, et on peut dire aussi de responsabilité qui a été manifestée par des dirigeants politiques, pas n'importe lesquels finalement, puisqu'il s'agit de dirigeants à la tête de grands pays, mais probablement guidés par des intérêts tout autres que ceux liés à la nécessaire réduction des tensions dans le monde. Ça me paraît évident. Ce faisant, on peut dire que par ce manque de lucidité, ils n'ont pas non plus retenu les leçons, pourtant des leçons récentes de l'histoire. Ils ont refusé d'analyser les conséquences probables de leurs décisions. Eh bien, je crois qu'ils jouent un peu les apprentis sorciers en favorisant l'émergence d'un conflit qui peut être beaucoup plus large, qui peut nous dépasser et qui met finalement en danger la vie de leurs propres citoyens, et en l'occurrence, l'Europe étant plus proche que les États-Unis de cette région du monde, eh bien, mettre en danger les citoyens européens eux-mêmes. Alors, moi, quel point on peut retenir, rappeler tout au moins à ces dirigeants que je considère un peu dans cette affaire précise comme des va-t-en-guerre, ces dirigeants politiques, mais également ça s'adresse à tous ceux de la société civile qui sont, comme certains, partisans de l'ingérence et de l'intervention militaire à tout prix pour des raisons présentées comme humanitaires. Alors, sans revenir dans le détail, bien évidemment, sur les événements qui ont précédé, c'est-à-dire l'invasion de l'Irak en 2003 par les États-Unis, décidée de façon unilatérale, sans revenir sur l'action de la France elle-même en Libye en 2011, avec, dans les deux cas que je viens de citer, des conséquences que nous connaissons, avec notamment l'expansion du terrorisme islamique et la création de l'État islamique lui-même. Il faut souligner fortement que cette décision de déstabiliser la Syrie est en grande partie la conséquence de ce qu'on a appelé le printemps arabe. Donc, sans trop remonter dans le temps, il faut peut-être quand même rappeler à nos dirigeants qu'en 2011, la Syrie était le seul pays majoritairement musulman, vraiment laïque dans la région. Et c'est parce que le président syrien a refusé d'obtempérer aux exigences, je dis bien aux exigences de l'Arabie saoudite et de la Turquie, qui voulaient lui imposer un changement dans sa gouvernance pour favoriser précisément les islamistes. Eh bien, c'est pour cette raison que nous en sommes là aujourd'hui. Rappelons
Absolument. Et oui. Alors, après 7 ans de guerre, les forces armées syriennes reprennent aujourd'hui les choses en main, il faut le dire et le reconnaître, grâce à l'intervention des Russes, de la Russie. Et on peut dire que les États-Unis et la France avaient, jusqu'à l'intervention russe, maintenu dans leur action un conflit de bas niveau, dont le but était de faire tomber le président syrien. Alors on peut comprendre, ils n'ont pas réussi et acceptent aujourd'hui difficilement l'inversion de la situation, les forces syriennes reprenant progressivement le contrôle du pays. Donc vous pensez que cette histoire de la Ghouta, c'est une provocation de leur part? Et objectivement, on ne voit pas pourquoi elles auraient utilisé des armes chimiques le 7 avril à Douma, alors que la reconquête de l'ensemble de ce secteur était pratiquement réalisée. C'est un argument de bon sens, en effet. Les frappes auxquelles la France a participé constituent quand même un événement d'une extrême gravité, et je dirais extrême gravité pour plusieurs raisons. Je vais essayer de m'en expliquer. Tout d'abord, le président français affirme avoir des preuves. Alors, je veux bien, il ne les a toujours pas montrées. D'utilisation d'armes chimiques. Une insistance de plusieurs personnalités de vouloir les voir. Si on se réfère au document qui a été fourni à la presse, ce document est intitulé « Évaluation ». En fait, on se rend compte que le document a été diffusé par le ministère des Affaires étrangères, c'est un document qui a été établi à partir d'informations de sources ouvertes, c'est-à-dire des témoignages, des vidéos, des images, etc. Mais ce n'est pas une évaluation, ce ne sont pas des preuves établies par, je dirais, un organisme habilité, comme par exemple la direction du renseignement militaire. C'est le travail de cette direction et d'autres organismes de ce type, dans des cas comme celui-là, de fournir à nos dirigeants les preuves matérielles pour pouvoir décider de façon indépendante d'une telle opération. Or, ce n'est pas le cas. Et je pense que là, peut-être que les journalistes, les grands médias pourraient s'interroger et aller creuser, parce que nos chefs militaires le savent pertinemment. On leur a forcé la main sur cette affaire. C'est évident. Alors bien sûr, la Grande Muette, comme son nom l'indique, ne s'exprime pas, mais je suis persuadé que dans cette histoire, eh bien, les chefs militaires ont exécuté forcément les ordres, mais ils n'en pensent pas moins. D'autre part, malgré les déclarations et affirmations pour essayer de nous expliquer la légitimité de ces frappes, comme l'a fait le président, la France a quand même participé à une opération sans mandat de l'ONU. Donc c'est quand même un précédent, c'est quand même une action très grave. Par ailleurs, je dirais plus grave encore, la participation française découle, à mon avis, et là, bon, je m'avance, je n'exprime que mon point de vue, cette participation découle d'arrière-pensée du président français, qui avait besoin de s'afficher comme le nouveau leader européen, comme vous le savez, quelques jours avant sa visite d'État aux États-Unis. Il pensait également, j'en suis persuadé, probablement en tirer des bénéfices, et qu'avec ce gage fourni aux États-Unis, il pouvait ensuite influencer son homologue américain sur notamment l'Iran et les accords sur le climat. Comme vous le savez, on a suivi son périple, ses déclarations, leurs échanges. Finalement, il n'en est rien, et on peut même dire que son pari est un cuisant échec. D'autant que ce pari reposait, et là, l'avenir nous le dira probablement, sur un mensonge. Et ça, c'est grave. Enfin, si je puis dire, on voudrait pousser certains pays à s'armer encore plus et à s'engager dans le nucléaire militaire, qu'on ne s'y prendrait pas autrement. Là, je reviens sur le cas de l'Iran. On sait que le président Trump est hostile au traité qui a été signé par un certain nombre de pays avec l'Iran et par son prédécesseur, le président Obama, et qu'il a l'intention, le 12 mai prochain, je crois, de remettre en cause ce traité. Le président français a essayé
essayé, dans la conférence de presse donnée avec le président américain, de tourner cette affaire à son avantage en parlant d'un nouveau traité, mais le président oublie une chose, c'est que comme pour la Syrie, l'Iran est un pays souverain, la Syrie également, et que les grandes puissances peuvent se réunir pour essayer de faire évoluer les choses, mais comment imposer à des grands pays comme l'Iran aujourd'hui de se plier à leurs exigences? D'ailleurs, on l'a bien vu, les responsables iraniens sont montés assez rapidement au créneau pour dire ben voilà, ils n'étaient pas du tout d'accord. Donc, je crois que dans cette affaire des frappes sur la Syrie, c'est un vrai sujet dont on risque de voir des répercussions dans les semaines et les mois qui vont venir. Écoutez, mon général, il nous reste, je vois, 4 minutes, un peu plus. Nous avions prévu deux autres sujets, à savoir la tribune du général Soublet, oui. Et puis également quelque chose d'important, c'est le manifeste contre l'antisémitisme, oui, contre le nouvel antisémitisme. Je crois que nous allons faire un choix. Qu'est-ce que vous me proposez? Je vais être très rapide sur la tribune du général. Allez-y, nous vous écoutons. Chacun a pu la lire. On ne peut être que d'accord avec les termes qu'il utilise. D'ailleurs, il y a un terme assez fort qui est utilisé, que le problème doit être réglé de façon un peu militaire. Donc, je suis entièrement d'accord avec lui. Vous parlez de la tribune du général de Soublet, effectivement, oui. Général de gendarmerie. Voilà, simplement, je dirais que cette tribune, oui, personne ne peut être contre, on est tous d'accord, mais elle s'inscrit, à mon avis, dans un discours déjà un peu, comment dirais-je, le général Soublet est un petit peu engagé dans un mouvement plus ou moins politique déjà, et on sent déjà dans ses écrits cette volonté de ne pas trop passer au-delà de la ligne du politiquement correct. Puisque, si vous voulez, dans la partie introductive, il parle du fait qu'il y a des répercussions graves qui pourraient faire basculer dans la haine de l'autre. Alors on ne sait pas... Oui, en effet, il parle de la haine de l'autre, voilà, comme d'une ligne rouge à ne pas franchir. Mais il met un A majuscule à autre. C'est une précaution oratoire qu'il prend pour rester un peu dans le politiquement correct. Voilà, je n'en dirai pas plus. On est tout à fait d'accord avec lui sur les mesures qu'il préconise. Bien sûr. Et il parle de moyens militaires, il parle également de moyens juridiques. Je pense que vous êtes d'accord aussi là-dessus. Absolument, tout à fait. On est d'accord sur l'ensemble. Voilà. Donc, malheureusement, 2 minutes. Voilà. Le manifeste des 250 intellectuels, journalistes, etc., voilà, sur le nouvel antisémitisme. Sur la tribune des 300 contre l'antisémitisme, bien, je crois que personne ne peut s'élever contre cette tribune. On a eu une réponse de 30 imams dans les jours qui ont suivi à cette tribune, ce qui est, je dirais peut-être c'était logique. Ce qui l'est moins, c'est que le texte de ces imams, eh bien, nous apprend que finalement on ne pourra pas changer grand-chose, sauf si nos autorités politiques souhaitent imposer la loi, nos règles à l'islam en France. Parce que ce que l'on peut retenir de cette réponse des 30 imams, c'est que finalement, ils considèrent qu'on attaque le texte sacré en disant que les versets, certains versets appellent finalement à la haine des Juifs, mais il faut quand même rappeler qu'il y a des chrétiens. Il y a des chrétiens également, hein. Donc là-dessus, il n'y a pas de secret. Alors, d'après eux, ce serait quand même cette tribune des 300 contre l'antisémitisme serait d'une violence inouïe. On croit rêver. Mais j'avoue que dans cette réaction, on retrouve ce refus absolu d'accepter la critique et l'interpellation sur le contenu d'un texte qui disent sacré. Mais le Coran est le verbe incréé de Dieu, écrit de toute éternité sur les tables sacrées du paradis. Qu'est-ce que vous voulez changer une virgule? Oui, on voit bien qu'il n'y aura jamais d'islam de France et qu'il est urgent que le politique, comme je le disais, s'il ne veut pas que la société se fracture et dérive vers la confrontation, impose nos règles à l'islam en France.
et impose, je dirais même, la remigration à ceux qui ne veulent pas s'y conformer. C'est simple. Très bien. Écoutez, ce sont sur ces paroles donc très fortes que nous allons achever cette tribune. Merci infiniment, mon général, et je compte sur vous pour la prochaine tribune dans un mois. Je crois malheureusement que vous ne pourrez pas être à la fête de Radio Courtoisie le 10 juin. Oui, parce que, comme je vous l'avais dit, je crois que sur le calendrier, on a une réunion importante. Bon. Écoutez, ça sera avec regret, parce que je pense que nos auditeurs vous auraient salué avec beaucoup de plaisir. Absolument, tout à fait. Merci infiniment, mon général. À très bientôt. Je vous en prie, à bientôt. Voilà, l'émission tire à sa fin.